l'islam, comment il est arrivé, et comment il est arrivé, et la poésie destinée à être oralisée. C'est une remarque qui m'a tout de suite saisi quand je le parcourais. Je me dis non, il fallait qu'on en discute avant que je commence l'émission. Donc c'est maintenant que commence l'émission. Mon invité de ce jour est Djamil Mamangao. Djamil est journaliste culturel, slammer et poète. Et justement, en parlant de poésie, il a à son actif 2 ouvrages, Corps à corps et Une saison en Afrique. Et justement, nous parlerons de ce dernier avec vous aujourd'hui. Donc, restez avec nous. Comme je le disais dans mon introduction, Djamil est mon invité. Bonjour Djamil. Bonjour Dean et bonjour à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Djamil, vous êtes journaliste culturel, vous êtes slammer, vous êtes poète aussi. Avant même de parler de votre ouvrage, parlons de qui est Djamil. Alors Djamil, c'est un jeune Africain, je commencerai par là. Un jeune Africain convaincu que le continent sera meilleur à travers lui-même. Convaincu que le continent ne peut que dépendre de lui-même et convaincu surtout que c'est grâce à une force forte des politiques et aussi des jeunes Africains que nous parviendrons à être de plus en plus autonomes, de plus en plus libres. Alors Djamil, c'est un artiste togolais et malien par ascendance, qui est né à Parakou. Bien sûr. Qui a donc, fait des études béninois exactement, par naissance. Voilà, qui a fait des études au Britannique militaire de Bembereke et qui après s'est retrouvé à choisir le monde artistique. Voilà. Et parlons justement de cela. Il y a au moins 3 cordes à ton arc artistique. Tu es poète, c'est de l'art. Tu es slammer, c'est de l'art. Tu es aussi animateur culturel, c'est de l'art. Donc, ma question, c'est de savoir comment est-ce que tu arrives à jongler ces 3-là pour exprimer vraiment ce que tu as à l'intérieur de toi. Je crois que ce sont des éléments ou des pistes que j'explore parce qu'elles se complètent. Comment? Déjà, l'une ou l'autre me permet, dans tous les cas, de m'exprimer. Voilà. Mais il y a l'une particulièrement, en tant que journaliste culturel, je parviens à exprimer ce que mon continent vaut. Voilà. Et c'est l'un des éléments assez importants qui me permet d'être moi-même. C'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a montré un continent en déphasage avec celui qu'il est. Bien sûr. Parce qu'on s'est trop focalisé sur les drames, on s'est trop focalisé sur ce qui ne va pas, on s'est aussi un peu trop focalisé sur la douleur d'ici. Voilà. Et je pense que dans mon acte d'existence, j'avais toujours voulu contribuer à ne pas être que du problème, mais être de la solution. Faire partie de la solution. Voilà. Appartenir à ceux qui montrent le meilleur de nous, appartenir à ceux qui travaillent à ce que le meilleur existe, continue à être promu. Et c'est exactement ce que tu arrives à faire en tant que journaliste culturel. Parce que déjà, je suis dans mon secteur, mais aussi parce que je considère qu'il y a beaucoup de talents qui ne sont pas suffisamment mis en avant, qu'ils soient de tous les domaines donnés. Alors, le slammer, c'est celui qui est le plus libre, je pense. Justement, celui qui est libre en termes d'idées ou en termes de... En termes d'idées, oui. En termes de style aussi. Parce que je considère que en tant qu'écrivain, il y a une certaine rectitude que je me une certaine contrainte. Une certaine contrainte. Liée à l'acte même d'écriture. Voilà. Je pense qu'en tant qu'écrivain, il y a une certaine limite que je me fixe. Voilà. Ou des contraintes liées au style, liées à la manière d'exprimer les choses, au public à atteindre. Voilà. Et dans tous les cas, le slammer est un peu plus libre. Bien sûr. Mais le slammer exprime aussi mon goût à la musique. Et c'est voilà. cela qui m'intéresse. Comment cela quand tu parles du goût à la musique, est-ce que tu fais allusion au rythme que doit porter ton texte? Exactement. Ou bien tu parles de l'accompagnement musical, ou bien des deux? Des deux à la fois. Voilà. Parce que pendant longtemps, en regardant le mouvement du slam en Afrique, oui,
Et par rapport à la zone francophone, on a essayé d'enfermer le slam dans un esprit absolument poétique. Voilà. Et dans un élan exclusivement littéraire. Quand moi je suis venu au slam, c'est aussi parce que j'ai rencontré ou écouté des gens comme Abdel Malik, bien sûr, qui avaient une vision plus élargie du genre. Voilà. Les gens prétendent qu'il n'est pas slameur parce que soi-disant qu'il ne participe pas aux scènes slam. Mais une chose que l'on omet, c'est qu'un genre par excellence ayant été défini comme un élément de base doit connaître des mutations. Bien sûr. En plus, moi, je définis quelqu'un comme Abdel Malik, comme un démocrate d'islam, parce que c'est quelqu'un qui permet une certaine liberté, permet une certaine liberté, tant dans son écriture que même dans la manière dont il le rend. Et je trouve cela aussi dans ta manière de slammer aussi. Moi, je pense que c'est des pistes qui ont été assez importantes, qui m'ont guidé, qui m'ont donné envie de faire dans le slam. Voilà. Parce que l'une des choses que le slam permet, c'est de ne pas s'enfermer dans la poésie. Voilà. Parce que, parlant d'idée de démocratie, dans son fondement, le slam servait à délocaliser justement la poésie du livre, et la mettre sur une scène. Voilà. Mais au-delà de ça, le slam invitait toutes les catégories de la société. Voilà. Tant qu'on a quelque chose à dire, qu'on veut le partager avec des gens dans un lieu et qu'on crée le lien de discussion, de rencontre, d'échange, d'écoute, on est dans du slam. Voilà. Peu importe le cadre, peu importe la circonstance. Et à partir de ce moment-là, on donne aussi une liberté à ceux qui veulent voir le slam au-delà de la poésie. Justement. Et c'est vrai que c'est gênant pour ceux qui sont assez conservateurs. Voilà, qui sont conservateurs. Mais moi, j'entre dans les arts justement pour être en mesure de les bousculer. Voilà. Et c'est dans cette démarche-là que le slam me permet, moi, avec ma grande passion pour la musique en général, quelle qu'elle soit, d'Afrique ou d'ailleurs, et ma grande passion pour les musiques urbaines en particulier, de restituer tout ce que j'ingurgite comme côté musical. En fait. Et parlant de restitution, je crois que il y a une certaine influence littéraire que tu as reçue, tant qui transparaît tant dans tes écrits que même dans tes slams. D'accord? Et je crois que tu restitues une partie de toi-même, mais une partie des influences littéraires que tu as reçues. Absolument. Je crois que je me définis comme étant un puits. Un puits, et dans ce puits-là, on peut trouver toutes les autres sources d'eau. Qui viennent se rencontrer. Pour servir pour maintenant servir tous ceux qui viennent puiser en moi. Voilà. Tous ceux qui viennent puiser en moi, c'est aussi ceux qui m'écoutent. La réalité, c'est que j'aime aller à la rencontre des autres. Voilà. Et c'est à force d'aller à la rencontre des autres que j'arrive à me définir davantage. Et c'est parce que j'ai beaucoup aimé aller à la rencontre des autres que j'ai beaucoup appris à m'aimer suffisamment, à aimer ma part africaine. Parce que vous avez découvert les autres tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Voilà. Et j'ai aimé comment les autres s'acceptent, comment les autres se représentent, comment les autres sont fiers d'être qui ils sont. Et c'est cela qui m'a surtout appris à me dire, mais qui suis-je? Voilà. Alors, au-delà, comment me trouver alors? Voilà. Et c'est partant de cela que j'ai beaucoup appris de l'Afrique, beaucoup appris de mes origines, quelles qu'elles soient, et beaucoup appris à aimer le continent. Okay. Donc oui, je suis l'alliage de toutes mes influences et je l'assume pleinement. Voilà. Ok, vous l'avez déjà entendu, le mot est très fort. Nous y reviendrons parce que dans le livre, il y a beaucoup d'engagement et nous parlerons justement de ton engagement et de ton rapport avec l'écriture dans la deuxième partie donc, de l'émission. Donc, restez avec nous. Bienvenue dans cette deuxième partie. Comme je le disais dans l'introduction, nous parlerons donc de son deuxième recueil de poèmes paru aux éditions Savane, donc en 2017. C'était en mars 2017. Voilà. Donc le titre c'est Une saison en Afrique. Pourquoi le titre d'abord?
Parce que ce livre restitue ou rend compte de mon rapport à l'Afrique partout où je l'ai rencontré, partout où je suis allé. Donc c'est mon regard sur le continent à partir de mon lieu de vie ou de mon lieu d'écriture. Oui, mais une saison, ça renvoie beaucoup plus au rapport temporel. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que c'est des petites portions d'être, des petites portions de vie, des petites portions de rencontres, d'expérience. Voilà. C'est des petites portions du continent. Je n'ai pas la prétention d'avoir restitué le continent dans toute sa plénitude. Voilà. Ce recueil, c'est surtout moi et le continent à travers moi. Voilà. Et donc, je voulais quand même un titre qui puisse exprimer avec retenue et sans prétention. Voilà. Mais avec précision aussi. Avec précision aussi ce rapport au continent. Voilà. Et justement, ce recueil a été écrit sur plusieurs années et sur plusieurs lieux de voyage, voilà. lieu de circonstances. Après plusieurs rencontres. Et justement, parlant de rencontres, une chose intéressante dans le livre, et nous y arriverons, c'est que vous avez dédié la plupart des poèmes à des personnes qui ont peut-être suscité l'idée qui était derrière le poème. Exactement. C'était une tentative de rendre à ces personnes-là, qu'on appelle le produit de vos conversations, après bien sûr les avoir peint de ce que vous êtes. Oui. Comme dirait l'autre, il faut rendre à Césaire ce qui est à Césaire. Voilà. Et pour moi, c'était un peu important de circoncire quand même ou de conditionner l'appartenance des poèmes. Voilà. Mais ils n'appartiennent pas pour autant aux personnes avec qui les ont inspirés. Comment? Parce qu'ils l'ont suscité d'une manière ou d'une autre. Cette démarche, c'était surtout pour rendre davantage les lieux, l'esprit de l'instant, l'esprit de la circonstance, de la saison justement. Voilà. Parce que c'est des gens particulièrement qui ont suscité ces poèmes, qu'ils soient là ou pas. Leur personne, leur façon d'être, leur personnalité, des discussions que nous avons eues, des rencontres que nous avons eues, des partages que nous avons eus, voilà. des débats que nous avons menés. Voilà. Et c'est cela même qui m'a permis de ne pas m'éparpiller dans les ressentis que je voulais livrer à travers ces différents textes. Parce qu'ils étaient limités à l'idée de l'échange. Exactement, à l'idée du partage avec ces gens-là. Voilà. Et donc, mais vous ne leur rendez pas exactement ce qu'ils veulent entendre. Non, pas du tout. C'est la part de vous. Voilà, c'est la part de vous qui est comme une contribution à cet échange-là. Tout à fait. Voilà. C'est ce que moi j'ai ressenti. C'est ce que moi j'en ai tiré. C'est ce que j'ai appris. Voilà, c'est ce qui est resté. C'est le résidu. Exactement. Voilà. Donc, c'est le produit de moi à travers eux, à travers ce qu'ils m'ont rendu, à travers ce qu'ils m'ont donné. Ou bien le produit d'eux à travers vous. Les deux, pourquoi pas. Voilà. Voilà. J'aimerais en fait, dans votre premier poème, le vers de chute. Le vers de chute dit ceci: Mali, m'entends-tu? Je n'ai de race que ta souffrance. Que veux-tu dire par? C'est un texte d'attachement à mes origines, à mon origine primordiale. Et donc cette chute, c'était aussi une réponse à tous ceux qui ont l'impression que qu'il faut forcément être d'Afrique pour sentir la souffrance. Exactement. C'est-à-dire que les gens sont indifférents quand ça ne les touche pas tout de suite, immédiatement, à côté d'eux. Et c'est une époque où la question raciale est trop présente. J'ai envie de rappeler que même scientifiquement, nous n'avons qu'une seule race. Et c'est la race humaine. Et c'est la race humaine. Et il y a un scientifique qui en a parlé récemment et qui a expliqué que de façon même génétique, il n'y a pas eu de deuxième race. Il n'y a pas eu d'autres races après les Homo sapiens. Il y a eu une seule. Et c'est nous. Et c'est la race humaine. C'est l'Homo sapiens sapiens que nous sommes. Exactement. Et donc,
la question de peau n'est pas liée à la question de race. Elle est juste liée à des questions de température, de zones géographiques. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est ma façon d'affirmer que le Mali, moi, dans le Mali, c'est l'humanité. Le Mali en toi aussi. Et le Mali en moi, c'est toute l'humanité qui est blessée. L'autre thématique que tu as souvent rendue avec véhémence, c'est la thématique de l'intimité. De l'intimité féminine, de l'intimité entre les deux genres. Et ce poème Sita, Sita par exemple, c'est un poème très fort qui m'a rappelé la thématique générale même de ton premier ouvrage, Corps à corps. Et tu dis par exemple dans Sita, qu'ai-je prédit que je n'ai commis? T'aimer, voici une promesse en mieux, te faire l'amour partout où nos corps convulsent. Pourquoi ce retour vers, toujours ce retour là, intermittent? Je crois que vers l'intimité. Mon écriture est avant tout intime. Mon écriture est un déshabillement de moi. Et comme dirait Habib Dakogan, écrire est un acte sexuel, avant tout. Voilà. Et tu le rends littéralement. Oui, je pense que je me retrouve dans cette façon de voir l'écriture là. Et comme il dit toujours Habib, l'amour des hommes ou l'amour des mots mène à l'amour des hommes. Et je crois que ces deux éléments restituent totalement l'esprit même permanent de ma démarche intimiste. Voilà. Et elle est très érotique aussi, mon écriture. Justement. Elle est très érotique parce que je crois mais que cela dérange par exemple l'esprit de conservation africaine. Oui, probablement. Voilà. Mais j'ai presque envie de dire que c'est ça aussi le continent. Dans la réalité, le Kenya a toujours eu de belles femmes qui se sont toujours montrées les deux seins nus depuis les traditions. Voilà. Et cela n'a jamais fait objet de polémique parce que c'est nos traditions. Je crois qu'il y a toujours eu un mensonge par rapport à l'Afrique qui serait en train de découvrir le corps ou l'érotisme. Et qui serait par exemple choqué. Oui, voilà. Le corps avec classe ou avec sensualité que depuis sa rencontre avec la civilisation d'ailleurs. Elle l'a toujours eu. Alors qu'elle l'a toujours eu avec classe, avec beauté et avec crudité aussi. Donc je pense que dans mon écriture, je restitue cela. Voilà. Cet état sauvage de me sentir moi-même et cet élément de pulsion. Je crois aussi que le fait d'être souvent dans cette démarche exprime bien ma part d'être qui est très impulsive, qui est faite de fortes pulsions, de grands désirs de l'autre, du corps féminin. Je crois que c'est la plus belle chose que Dieu nous envie, bien que ce soit lui-même qui l'ait créé. C'est la plus belle chose que Dieu nous envie. Bien que ce soit lui-même qui l'ait créé. Le créateur. Donc, comment expliques-tu cela? Parce que je crois qu'il a pris beaucoup trop de soin à faire la femme. Il a pris beaucoup trop de soin à mettre du plaisir dans ce qui relève du corps, du désir, de l'érotisme. Voilà. Et donc je pense que c'est une démarche permanente chez moi. Mais cette phrase n'excuse-t-elle pas l'acharnement du genre masculin sur le genre féminin? Parce que si Dieu nous l'envie, c'est que nous n'avons pas à s'excuser. Probablement, on a le droit d'aimer et de désirer fortement la femme. Après, c'est comment c'est fait, comment la femme l'admet, comment le lien est noué. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Je crois qu'après, c'est beaucoup plus personnel. Et moi, ma façon d'exprimer et de rendre à Dieu la satisfaction de ce qu'il a créé, vis-à-vis de ce qu'il a créé, c'est de l'écrire, de le restituer avec toute cette, que tu le ressens. Oui, avec toute cette pureté que cela implique. Et pour moi, c'est comme retourner à la Genèse que de déshabiller continuellement les corps. Parce que la Genèse, c'est ce qui définit notre existence, ce qui fait de nous qui nous sommes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour ce numéro de LIT. À la prochaine.